Docteur Didier Valette. Je remercie le docteur Gardia pour cette présentation très claire. Donc on va passer à la dernière présentation sur l'oncologie thoracique avec le docteur Odigier Valette sur les innovations thérapeutiques. Bonsoir, merci à tous. Merci à Frédéric Viret de m'avoir proposé de présenter les innovations en oncologie thoracique. Et puis merci aux organisateurs de cette journée qui a nettement plus de succès que l'année dernière, puisque c'est une deuxième journée. Et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas à la deuxième journée. Voici mes liens d'intérêt. Alors, si tout ne veut pas défiler en même temps, voilà. Donc voici mes liens d'intérêt. Je vous rappelle que plus on a de liens d'intérêt, moins il s'agit de conflits, et j'y tiens beaucoup. Effectivement, j'interviens dans plusieurs advisory boards et je suis acheminée pour des congrès également. Donc si on regarde l'évolution du pronostic des cancers du poumon, il n'est pas difficile de voir sur ce diagramme qu'en fait, depuis les années 70-80, on a quasiment doublé la survie à 1 an en médiane, et puis on a quand même plus de 55% des patients qui sont en vie à 1 an après le diagnostic, alors qu'à 2 ans, on a maintenant quasiment un quart des patients qui sont en vie. Et lorsqu'on regarde l'évolution du type des traitements qu'on avait, effectivement, au début, on avait des soins de support, et ensuite, on avait les drogues de première génération, deuxième génération, troisième génération, et au-delà des drogues de troisième génération, c'est après 2005. Et ces chiffres sur cette enquête qui a été publiée, sur cette étude qui a été publiée fin 2015, ne tiennent pas compte des thérapies ciblées récentes et de l'avènement de l'immunothérapie. Donc, on est amené probablement à monter beaucoup plus haut, et il faudra agrandir les histogrammes pour avoir la suite de ces chiffres qui sont tout à fait prometteurs par rapport à ce qu'on avait avant. Donc si on repart d'abord sur les thérapies ciblées, c'est vrai que lorsqu'on regarde en bas, dans les années 90, les patients étaient mis dans un même groupe, le groupe des cancers du poumon. On faisait finalement pas beaucoup de différence entre le cancer du non-fumeur, on disait il nous a menti, en fait il fumait, ou alors il a été exposé au tabagisme passif, etc. Et puis les cancers épidermoïdes et les cancers non épidermoïdes et les cancers à petites cellules. Puis en 2000, depuis les années 2000, on a fait quand même la différence entre les cancers à petites cellules et les cancers non à petites cellules. C'est tout le paradigme du nom de non à petites cellules. On pensait en fait qu'il y avait petites cellules, ça allait être très simple, puis le reste, c'est un gros paquet. Alors, bon, on s'est un petit peu trompé, puisque dans les cancers non à petites cellules, finalement, on se retrouve à avoir beaucoup plus de catégories que dans le cancer à petites cellules. Et on a les cancers épidermoïdes, les squamous, les cancers à grandes cellules, et puis les adénocarcinomes. Et puis, depuis 2010, on a la possibilité de démembrer sur le plan de la biologie moléculaire et de chercher des cibles tumorales, notamment au niveau des adénocarcinomes. Donc, on va avoir les cibles les plus fréquentes qu'on cherche en routine, essentiellement chez les non-fumeurs, mais également chez les fumeurs, on verra plus tard, avec la cible GFR, la cible ALK et la cible ROS1, qu'on va retrouver essentiellement chez les non-fumeurs, mais également chez les fumeurs. Et puis, les autres cibles, la cible CARAS, BRAF, HER2, RET, et maintenant également des cibles qu'on va pouvoir trouver chez les cancers épidermoïdes. Donc, toutes ces cibles moléculaires vont permettre à nos patients d'accéder à des traitements ciblés. Donc, pourquoi on est arrivé à mettre tout ça en place ? C'est un peu grâce au programme de l'INCa et au financement des plateformes de biologie moléculaire. Donc, Dominique Marincki qui n'est pas là aujourd'hui, mais il a grandement participé à la mise en place de cette validation des biomarqueurs. Et c'est vrai que grâce à des financements de l'INCa, on a 28 plateformes de biologie moléculaire réparties sur l'ensemble du territoire, ce qui permet en routine, et je dis bien en routine, c'est-à-dire que tous les patients qui ont un diagnostic de cancer du poumon non à petites cellules doivent bénéficier, dans les recommandations de l'INCa, depuis 2010, d'un screening moléculaire complet avec une analyse de 7 biomarqueurs, alors EGFR dont on a parlé, ALK, ROS1, CARAS, HER2, BRAF, l'amplification de MET, et puis le petit dernier qui est arrivé il y a 2 mois, c'est la recherche de l'exon 14 de MET, qu'on va retrouver a priori essentiellement dans les carcinomes sarcomatoïdes et qu'on doit chercher également en systématique. Alors lorsqu'on regarde des chiffres de testing, c'est vrai qu'en 2008, sur une année, on avait entre 1000 et en 2009, 2500 patients testés pour le gène de l'EGFR. Et puis en 2010, quand ces pratiques sont devenues en routine, on est passé à 16 000 patients. Et puis
en 2013, 23 000 patients, et sur une enquête tout à fait récente qui a été publiée suite à l'enquête de plusieurs ARS qui ont été réalisées sur le testing moléculaire sur les cancers du poumon, le mélanome et le cancer colorectal, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, quasiment 24 500 patients ont eu accès à un testing moléculaire pour la mutation GFR et plus de 20 000 patients pour la mutation ALK et 5 000 patients pour la mutation ROS1. Sur les 35 000 cancers du poumon qu'on va avoir par an en France, dans les cancers du poumon métastatiques, on a quasiment 80% des patients qui ont accès à un testing moléculaire. C'est uniquement les non-épidermoïdes pour l'instant. C'est pour ça qu'on n'atteint pas 100% de testing, puisque c'est réparti par histologie, et c'est uniquement pour les patients qui sont métastatiques. Mais c'est des chiffres qui sont nettement supérieurs à ce qu'on peut avoir, par exemple, sur les chiffres qui ont été communiqués par les Américains, qui ont un accès aux soins un petit peu différent. Et lors des séries qui ont été présentées dans le Lung Consortium, qui est la clé du testing moléculaire américain, ils ont des séries de 2000 patients. Alors, 2000 patients, vous allez me dire, c'est bien, mais en France, à 20 000 patients par an, ça donne des cohortes qui sont nettement plus impressionnantes que ce qu'on peut avoir de chiffres américains. Et cette cohorte a été présentée sur un programme à l'initiative de l'IFCT et de l'INCA, qui est le programme Biomarqueurs France, où ont été recueillis l'ensemble des résultats de biologie moléculaire sur un an de tous les patients ayant un cancer du poumon ayant bénéficié d'un testing moléculaire. Et donc, cet article a été Fabrice Barlési a mené cette étude et l'a présentée en 2014 à l'ASCO. Et la publication date du Lancet 2016, il y a une quinzaine de jours. C'est la plus grosse analyse jamais réalisée dans le monde sur une cohorte de 20 000 patients qui nous donne vraiment une cartographie moléculaire des tumeurs du poumon. Alors, vous avez plusieurs camemberts et il faut comprendre que la biologie moléculaire ayant un accès pour tous, on va avoir effectivement, dans la population globale, 29% de patients présentant une mutation KRAS, 11% de patients EGFR, qui effectivement, c'est plus des non-fumeurs, mais toute la population doit être testée parce qu'on a des mutations GFR dans toute la population. Et lorsqu'on va isoler différentes caractéristiques, si par exemple on prend que les adénocarcinomes, on va avoir un tiers de mutations KRAS et 12% de mutations GFR. Et puis si on se concentre sur les femmes, on s'aperçoit qu'on a un petit peu moins de mutations KRAS, mais beaucoup plus de mutations GFR, avec 21% des patients ayant une mutation GFR et quasiment 10% ayant une mutation ALK. Et puis, lorsqu'on se concentre uniquement chez les non-fumeurs, on a quasiment la moitié des patients pouvant avoir une mutation GFR, et on est déjà à 14% de mutation ALK. Et à l'époque, on ne testait pas ROS1, qui est une nouvelle mutation. Et je vous rappelle que ALK, EGFR et ROS1, c'est l'accès à un traitement ciblé en première ligne. Et qui dit traitement ciblé en première ligne, dit traitement en comprimé à la place de la chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que cette stratégie de testing moléculaire a permis à nos patients d'accéder à ces innovations. Et la clé et la chance d'avoir l'INCA là-dessous, c'est le financement des plateformes et un testing qui est finalement rentré dans la pratique courante, puisqu'on est maintenant à un testing complet pour tous les patients qui sont pris en charge pour un cancer du poumon métastatique. Alors, vous allez me dire, très bien, on a tout, maintenant on fait du testing. Alors, le problème, c'est qu'il y a un petit peu mieux que le testing moléculaire en routine. Et pour faire le testing moléculaire en routine, on fait des biopsies, on analyse le prélèvement part à la plateforme à Marseille ou à la plateforme locale. On a un rendu de résultats qui est, soit qu'on soit sur le site de la plateforme ou à l'extérieur, qui est en moins de 15 jours, ce qui est tout à fait honorable parce que si on envoie le prélèvement, dès qu'on a fait le prélèvement histologique, ça permet de voir le patient, d'engendrer le programme de traitement, le bilan scanographique avant de débuter la chimiothérapie, et on a le résultat du séquençage moléculaire avant même de décider de notre traitement antimitotique. Alors, pour faire un petit peu mieux que le testing moléculaire, parce que vous avez quand même vu sur la diapositive suivante qu'il y avait quand même quasiment un tiers des patients qui avaient un camembert blanc, le camembert blanc, c'est-à-dire pas de mutation. Alors, est-ce que ces patients n'ont pas de mutation ou est-ce qu'on ne sait pas les détecter? Donc, c'est la question qui peut être solutionnée par le séquençage moléculaire de haut débit. Donc, c'est une étape au-dessus, c'est qu'au lieu d'analyser la tumeur en elle-même, on va dérouler entièrement le génome du cancer, de la cellule cancéreuse. Donc, il faut faire une autre technique de prélèvement, et à ce moment-là, on fait du séquençage de haut débit, qui s'appelle le NGS, et puis on fait en complément une CGH, et on a un résultat
qui nous donne un petit peu l'impression d'aller sur la planète Tatooine, parce que quand on assiste à ces RCP de biologie moléculaire, c'est des biologistes qui parlent avec des mutations d'amplicons, de gènes, avec un discours complètement hermétique pour nous cliniciens, mais on obtient quand même une cartographie complète du génome du cancer, avec la présence de mutations pathogènes, de mutations non pathogènes, et on a tout un listing qui nous permet de voir quel type de mutation a notre patient, avec en regard la possibilité d'avoir une thérapie ciblée. Et cette thérapie ciblée, elle va être disponible grâce au programme Saphir, qui pour l'instant nous donne accès à un traitement ciblé si on a intégré le patient dans un programme de séquençage moléculaire de haut débit. Alors petit à petit, le séquençage moléculaire de haut débit va rentrer également en routine et on aura aussi des médicaments commercialisés correspondant exactement à la mutation qui a été trouvée sur le séquençage moléculaire. Alors, donc, vous avez le protocole Saphir qui est designé comme ça, c'est-à-dire que le patient va recevoir son traitement classique par chimiothérapie, il va avoir son screening moléculaire classique avec la mutation GFR, la mutation ALK et les autres biomarqueurs, et puis pendant le temps qu'il va commencer ces 4 cycles de chimiothérapie, sa tumeur, qui a été prélevée auparavant ou avant la réalisation de la deuxième cure de chimio et qui a été congelée, va être envoyée sur une plateforme centralisée par Unicancer, puisque cet essai Saphir est sponsorisé par Unicancer et par l'intergroupe français de cancérologie thoracique pour la partie poumon. Il existe aussi un Saphir sain. Et les biopsies vont voyager sur des plateformes type Institut Gustave Roussy ou des plateformes centralisées comme à Bordeaux, par exemple. Et puis après, une fois qu'on a le résultat, parce qu'il y a quand même 6 semaines de testing, on a ce rendu de cette analyse moléculaire complète. Si le patient possède une cible, à ce moment-là, il sera randomisé entre traitement ciblé, adapté exactement à la caractéristique de sa tumeur, et on lui fera un traitement de maintenance ciblé, ou alors traitement standard, et puis on aura le résultat de faut-il finalement mettre un traitement standard ou un traitement ciblé à ces patients-là. Et puis pour les patients qui n'auront pas de cible, parce qu'il y a quand même encore 10 à 20% des patients qui se retrouvent sans cible, même après un séquençage moléculaire de haut débit. Alors pour ces patients-là, la science avançant avec le design des essais, il y a un bras accessoire qui a été ouvert tout à fait récemment, avec un bras immunothérapie avec le durvalumab, qui est le MEDI4736. Et les patients qui ne possèdent pas d'anomalie en biologie moléculaire à l'issue du screening vont être intégrés dans un deuxième bras et seront randomisés à raison de 2 sur 1, c'est-à-dire que sur 3 patients, il y a 2 patients qui recevront l'immunothérapie et un patient qui recevra le traitement standard. Et ça, c'est vraiment de l'essai bioguidé, puisque au total, le patient va être traité à proximité de chez lui, mais c'est sa tumeur qui va voyager, qui va aller dans un endroit où on peut effectivement séquencer tout le génome du cancer. Et c'est finalement grâce au financement des plateformes et grâce à la fédération entre Unicancer, l'intergroupe français de cancérologie thoracique, qu'on peut proposer tout ça, puisqu'un patient dans un petit centre non universitaire va pouvoir bénéficier du même traitement qu'il recevrait en allant dans un centre de lutte contre le cancer. Donc l'accès au matériel génétique devient de plus en plus difficile. On l'a vu tout à l'heure avec les méthodes de prélèvement, on l'a vu également avec les méthodes de séquençage. Et en fait, alors on a souvent recours à nos radiologues pour faire des prélèvements, mais on s'aperçoit que le rendu des analyses en biologie moléculaire va dépendre du type de prélèvement. Alors il est facile de faire un diagnostic sur une biopsie osseuse, mais il est très difficile d'avoir une bonne cellularité pour avoir de la biologie moléculaire. C'est pour ça qu'on soumet souvent nos chirurgiens à la réalisation de biopsies ganglionnaires ou de médiastinoscopie pour avoir des prélèvements de gros volume pour faire la séquence histologique normale, la séquence biologie moléculaire normale et puis les petits plus qui vont nous permettre d'avancer dans le traitement du patient. Alors, c'est sûr, on ne pourra jamais se passer du diagnostic histologique. Mais à un moment donné, toute cette biologie moléculaire, est-ce qu'on ne va pas pouvoir pousser encore plus loin le testing ? Alors, on va pouvoir pousser encore plus loin le testing parce qu'il va y avoir l'ADN circulant. Alors, l'ADN circulant, je ne pense pas qu'on ait inventé un nouveau marqueur tumoral, mais on part du principe que lorsqu'on a un cancer, on a 3% de l'ADN tumoral qui circule dans le sang. Donc, plus la tumeur est métastatique, plus l'ADN tumoral va circuler. Donc, à partir du moment où vous allez faire une prise de sang, vous allez pouvoir identifier de l'ADN tumoral. Et sur cet ADN tumoral, à partir du moment où vous l'avez recueilli, on peut faire le testing moléculaire en routine. Et ça, c'est très utile pour les patients pour lesquels on a le diagnostic,
mais qui ne peuvent pas être prélevés, le prélèvement est épuisé, on n'a pas les analyses en biologie moléculaire correctes, ou alors on a fait un prélèvement osseux, mais le prélèvement osseux n'est pas exploitable. Donc ça, c'est aussi une alternative. On ne va pas pouvoir s'en servir pour l'instant pour faire le dépistage, pour faire la surveillance de l'efficacité des traitements. Tout ça, c'est exploré. Pour l'instant, il n'y a pas de validation de ce type de technique. Mais par contre, pour faire du diagnostic moléculaire, maintenant, l'accès aux thérapies ciblées est validé avec un testing sur ADN circulant. Et puis, ce qui est assez pratique, c'est que ce testing peut être fait sur un prélèvement sanguin normal, sans nécessité de centrifugation préalable, avec des tubes un petit peu spéciaux, mais qui peuvent rester à température ambiante et qui ont 10 jours de stabilité. C'est-à-dire que vous allez le prélever, puis vous l'envoyez à la plateforme, et la plateforme va tester le produit, le tube, va faire séquencer l'ADN, et on n'a pas eu besoin de congeler, ni de garder au frais, etc. Et ça permet quand même de pouvoir avoir encore plus accès à des traitements ciblés. Donc, en clinique, pour vous donner un petit peu les aspects de la vraie vie, on avait par exemple cette patiente, une lésion pulmonaire unique, un diagnostic sur une biopsie osseuse avec un adénocarcinome d'origine bronchopulmonaire. La biologie moléculaire n'était pas réalisable parce qu'on avait un prélèvement osseux qu'il fallait décalcifier, qui était non interprétable. Et du coup, on lui a fait un test sanguin avec un ADN circulant, on lui a trouvé une mutation GFR et on lui a mis un traitement ciblé. Et cette patiente bénéficie d'un traitement ciblé, le diagnostic de son cancer a été fait, elle n'a pas besoin de chimiothérapie, et l'ADN circulant est venu en complément du diagnostic. On peut également s'en servir pour détecter des mécanismes de résistance. Alors là aussi, patiente ayant déjà été opérée, donc avec un poumon unique, traité depuis 2010 pour un adénocarcinome primitif pulmonaire métastatique, avec une mutation GFR qui avait été trouvée sur une mutation histologique normale, sur un prélèvement normal, et puis elle va récidiver. Elle a 2 lésions pulmonaires qui sont très périphériques, donc non accessibles en fibroscopie, et puis des métastases cérébrales. Donc c'est a priori évident qu'on ne va pas pouvoir prélever cette patiente sans lui faire prendre des risques inconsidérés, surtout qu'elle est quand même un petit peu âgée, et elle avait quand même une altération de l'état général avec ses métastases cérébrales qui étaient symptomatiques. On lui a fait un test sanguin, on a trouvé sa mutation GFR initiale, mais on a aussi trouvé sa mutation de résistance, qui était la mutation T790M. Elle a pu bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'utilisation dans le cadre d'un programme d'ATU d'un inhibiteur tyrosine kinase de 3e génération, et depuis, elle est de nouveau en réponse complète avec son traitement ciblé. Donc tout ça, ça permet de faire accéder nos patients à d'autres innovations thérapeutiques et à chaque fois avec un petit peu plus des techniques qui vont se simplifier dans notre pratique quotidienne. Alors, voilà pour résumer, que faire de l'ADN circulant? Le dépistage, certainement pas, parce qu'on ne sait absolument pas pour l'instant que faire de cet ADN tumoral qui circule. Le diagnostic moléculaire initial, peut-être, mais on ne va pas pouvoir se passer de l'histologie. Il va falloir d'abord caractériser notre tumeur. Le diagnostic moléculaire, à partir du moment où on a fait le diagnostic du patient métastatique, oui, sans aucun problème. Le suivi thérapeutique, ça c'est un grand mystère, il y a des protocoles pour ça qui vont évaluer si effectivement il va falloir qu'on surveille la décroissance de l'ADN tumoral ou pas. Donc pour l'instant, pas de validation en pratique courante. Et puis surtout, la détection de clones moléculaires résistants, puisque la résistance va forcément arriver au bout du traitement ciblé, avec des patients qui ont déjà été multitraités et qui seront plus difficiles à prélever, parce que plus fatigués, ou avec des tumeurs inaccessibles, comme des métastases cérébrales, ou des choses qui vont engendrer une prise de risque inconsidérée par rapport aux bénéfices thérapeutiques qu'on va leur proposer. Donc j'en ai fini avec les thérapies ciblées sur le plan des innovations. L'autre innovation de l'année dernière, c'est effectivement le changement de paradigme dans le traitement des mésothéliomes. Alors, le mésothéliome est une tumeur liée purement à l'amiante, qui est un petit peu oubliée tellement il n'y a pas eu de progrès depuis ces 10 dernières années. Le traitement de référence est le cisplatine et le pemetrexed, commercialisé sous le nom d'Alimta. Et en pratique courante, dans le cancer du poumon, on ajoute l'Avastin au cisplatine Alimta, donc, qui est un anti-angiogène. Et ce protocole qui a été mené par l'IFCT a évalué le cisplatine, le pemetrexed et le bevacizumab, donc le cisplatine Alimta Avastin, par rapport au traitement de référence qui était le cisplatine Alimta. Cet essai positif en survie globale a été présenté à l'ASCO l'année dernière et communiqué très rapidement dans le Lancet dans la fin de cette année, avec du coup un changement des pratiques avec
possibilité de mettre maintenant un anti-angiogène sur la base de cet essai. Le dossier d'AMM est en cours d'évaluation auprès de la Commission de la transparence et puis au niveau mondial également, puisque Genentech a une antenne internationale. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est la révolution de l'immunothérapie. On vous l'a dit ce matin, ça passe à TF1. Ce n'est pas la peine d'expliquer aux patients. Les patients ne savent pas forcément ce que c'est l'immunothérapie, mais ils en veulent. Donc l'immunothérapie, c'est un système d'action sur les cellules tumorales complètement différent de la chimiothérapie. La chimiothérapie va s'attaquer directement à la cellule tumorale, alors que là, on va réactiver l'immunité contre les cellules cancéreuses. La cellule cancéreuse, c'est créer en fait une barrière qui la rend complètement invisible vis-à-vis de notre système immunitaire. Et cette barrière est créée par la lésion PD1, PDL1, PD1 se trouvant sur le lymphocyte et PDL1 sur la tumeur. Et on va s'attaquer soit à PDL1 avec des médicaments anti-PDL1, soit à PD1 avec des médicaments anti-PD1. Le but est de casser cette barrière qui l'isole du système immunitaire, de redonner sa capacité à l'immunité de combattre la cellule cancéreuse puisqu'elle va être reconnue comme étrangère. Et c'est en fait un petit peu un vaccin actif, sans mémoire, parce qu'on va être obligé de l'injecter de façon très fréquente, mais c'est quand même ce qui va pouvoir, a priori, avancer vers la guérison du cancer. Donc, on a déjà, dans le cancer du poumon, l'accès sous la forme d'une AMM pour les cancers épidermoïdes avec le nivolumab qui a son nom commercial Opdivo, avec une étude qui a été présentée à l'ASCO l'année dernière au Congrès américain, avec un bénéfice en survie globale qui est indéniable pour les cancers épidermoïdes. Et puis surtout, mais c'est vraiment le plus intéressant, c'est que sur ces courbes de qualité de vie, en fait, en vert, vous avez le Taxotere qui était le bras de référence et la chimiothérapie de référence chez les cancers épidermoïdes. Et on a une normalisation de la qualité de vie chez les patients qui retrouvent une qualité de vie de la population normale. Et on est capable, dans une salle d'attente, de reconnaître un patient qui répond à l'immunothérapie parce qu'il ressemble à sa personne accompagnante. Et on a du mal à les différencier. Et dans une salle d'attente, on n'arrive plus à différencier un patient malade d'un patient non malade. Les patients reprennent une activité professionnelle, reprennent une activité normale. Donc, c'est vraiment la plus grosse révolution, au moins sur la qualité de vie. On a également la possibilité, dans le cadre de l'extension de l'AMM, de prescrire le nivolumab pour les non-épidermoïdes. Alors, de la même façon, un bénéfice en survie globale pour ces patients traités avec l'immunothérapie par rapport au Taxotere. La question des biomarqueurs est en point d'interrogation. Pour l'instant, il n'y a pas nécessité de faire de biomarqueurs avant de prescrire de l'immunothérapie, et pour cela, actuellement, en deuxième ligne. Alors, si on regarde tous les inhibiteurs de point de contrôle de l'immunité, quelle que soit la molécule, quel que soit le laboratoire qui développe la molécule, donc là vous avez la tezolizumab qui est développée par les laboratoires Roche, ensuite vous avez le nivolumab Opdivo par BMS, et puis vous avez le petit dernier pour le poumon, parce qu'il est déjà développé dans le mélanome, qui est le pembrolizumab, le Keytruda, avec l'étude Keynote qui a été présentée fin décembre en Asie, et à chaque fois, vous avez le bénéfice de l'immunothérapie, là, là et là, par rapport au traitement de référence, qui est le Taxotere. Et ce qui est tout à fait impressionnant dans tous ces essais, c'est le nombre de patients inclus, ce qui évoque l'engouement des patients pour les essais d'immunothérapie, avec actuellement dans le monde plus de 15 000 patients inclus uniquement pour les essais thérapeutiques concernant le poumon comportant de l'immunothérapie. Donc c'est cette avancée thérapeutique qui permet le développement accéléré de ce type de molécules et des résultats des essais qui sont de plus en plus encourageants et qui permettent justement d'avoir cette augmentation de la survie. Donc dans la vraie vie, de la même façon, si vous avez lu le Var Matin d'hier, ce monsieur pose fièrement avec ses photos, enfin ils ne les ont pas mis, mais c'est le même. Donc effectivement, il raconte son histoire à tout le monde. Une grosse lésion sternale métastatique alors qu'il est en 3e ligne de traitement. 76 ans, il avait déjà reçu 2 lignes de chimiothérapie préalable, plus une chirurgie xérèse initiale. On avait une grosse lésion métastatique sternale. Au bout de la 2e injection d'immunothérapie, la métastase sternale a disparu spontanément, et puis elle a cicatrisé. Alors il a effectivement un 2e nombril. Ce patient est en réponse complète depuis 1 an et mène une qualité de vie
normal et a beaucoup de temps pour photocopier tout son dossier et l'exposer un peu partout, y compris aux journalistes de Var Matin. Donc, un deuxième patient aussi, carcinome non épidermoïde, 60 ans, fumeur, réfractaire dès la première ligne de chimiothérapie avec une progression d'emblée. On lui met du nivolumab en deuxième ligne et on voit une réduction tumorale absolument spectaculaire. Il a même fait un trouble du rythme cardiaque tellement les vaisseaux se sont sentis libérés brutalement. Le cœur n'a pas cru ses yeux. Et donc, il a une disparition complète de sa masse tumorale à 8 semaines de traitement. Il est toujours en réponse complète. Il a repris son activité clinique. Donc, l'engouement de l'immunothérapie, c'est quoi? Là, on a des essais cliniques à peu près dans toutes les catégories pour tous les patients. Et puis, on voit tous les essais qui sont en cours d'ouverture ou qui sont déjà ouverts. Et le mot-clé immunothérapie sort à chaque fois. On va avoir également un essai d'immunothérapie avec le mésothéliome. Il y en a également dans le petite cellule avec des résultats tout à fait prometteurs. J'ai eu un patient ce matin qui a le même type de réponse tumorale dans le cadre d'un essai, mais on se retrouve avec des réponses tumorales tout à fait exceptionnelles avec ce type de médicament. Reste à identifier les biomarqueurs, mais je crois que finalement le futur de l'immunothérapie, c'est ça. Avec les thérapies ciblées, on était arrivé à décaler un peu la survie parce qu'on va effectivement avoir des patients pour lesquels la tumeur va être bloquée. Notre gros problème, c'est les mécanismes de résistance. Avec l'immunothérapie, il se passe quelque chose comme ça dans les courbes de survie, c'est-à-dire qu'il y a un plateau. Et effectivement, il y a des patients qui vont rester sur ce plateau. Et on va se retrouver avec le même phénomène que dans le mélanome, c'est qu'on va avoir des patients qui sont à plus de 50 traitements, pour lesquels certains patients ne sont plus traités par immunothérapie, mais n'ont pas rechuté. Et quand on n'a pas rechuté à plus de 50 traitements et qu'on a arrêté l'immunothérapie, c'est qu'on est guéri. Et donc, effectivement, on va peut-être avoir ces patients-là qui vont rester sur le plateau. Et puis, l'avenir, c'est dans la combinaison des immunothérapies. Et si on combine les immunothérapies, non seulement on va décaler la courbe vers là, mais on va faire monter le plateau. Et quand on aura atteint tout ça, on aura atteint effectivement la guérison dans ce type de maladie. Et c'est tout à fait prometteur parce qu'on suit l'évolution de ce qu'a connu le mélanome. Et quand on voit le pronostic du mélanome, on est très enthousiaste de voir qu'on arrive à les suivre. Je vous remercie. Alors, je vais juste conclure pour introduire l'exposé suivant. Je n'avais pas vu qu'il y avait la pause entre deux, mais c'est juste pour pas que vous partiez pendant la pause, parce que l'exposé suivant va permettre de nous présenter pourquoi il faut prendre en charge ces patients en réanimation. Et pourquoi il faut prendre en charge ces patients en réanimation, c'est que le pronostic a changé. Et si le pronostic a changé, il va falloir largement discuter avec nos collègues réanimateurs si on a effectivement un projet thérapeutique derrière. Et un projet thérapeutique derrière, ça veut dire pouvoir se donner les moyens de le sortir d'une mauvaise passe parce qu'on a un projet thérapeutique derrière. Il va falloir adapter nos structures parce que l'immunothérapie, c'est 1 heure de perfusion. Et comme je vous l'ai dit, 1 heure de perfusion, c'est quoi? C'est un patient qui retourne travailler après parce qu'il a une autonomie complète. Donc, sa vie, c'est plus attendre une journée en hôpital de jour. Sa vie, c'est venir prendre sa perfusion et repartir. Donc, là, il va falloir qu'on adapte tout ça. Puis l'éducation thérapeutique, parce que c'est des effets secondaires qui sont quand même différents. Et puis, bien évidemment, l'implication des soignants et des soignés, parce que les patients se rendent compte que ce sont des produits qui sont chers, mais qui valent le coup quand même d'être donnés. Voilà. Merci Clarisse pour cette présentation très séduisante. Et